Bonsoir et bienvenue dans ce débat du FIFDH 2.0, c'est-à-dire en ligne, à la pandémie du coronavirus. Le sujet ce soir, c'est effondrement, collapse général, pandémie. Est-ce que les Suisses sont prêts? Vous savez que la Suisse est le seul pays, peut-être, de l'Occident à s'être préparé complètement à la guerre froide avec une panoplie d'abris et de préparation. Que reste-t-il de nos abris? Nos invités ce soir pour y répondre et aussi, est-ce que ces abris sont adaptés pour les menaces d'aujourd'hui? Nous allons en débattre, mais on va commencer par des photos de Nils Ackermann, le photographe qui, pour ID.news, a fait un grand reportage de 3 mois dans la Suisse qui se protège, dans la Suisse qui a peur. Ce reportage en images de Nils et en texte de Ralia Kadiri. Nils, à toi. Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être ici. Et je veux dire, c'est très bizarre d'être ici devant une salle vide pour des raisons qu'on connaît tous. Pour vous présenter un travail, c'est d'autant plus important pour ce travail-ci, Worst Case Scenario, un projet très particulier dans ce contexte, qui est né d'une question. Les Suisses sont-ils des survivalistes qui s'ignorent? Ça, c'était une question que Serge Michel avait posée à Ralia Kadiri. Et ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à développer autour de ça, un reportage à faire là-dessus. Serge m'a proposé d'en faire les photos. J'aurais été fou de dire non. Avec Ralia, on est parti à travers la Suisse pour tenter de comprendre pourquoi, dans un pays où tout va relativement bien, on se prépare autant au pire des scénarios. Bien sûr, on a commencé par aller voir la Suisse qui s'enterre. Les Suisses ont l'habitude, chaque immeuble, ou presque, a un bunker antinucléaire et chaque habitant a une place sous terre quelque part dans le pays. C'est une règle qui date de la guerre froide et qui n'a pas beaucoup changé depuis. Pour ceux qui n'ont pas de bunker dans leur cave, il n'y a pas de crainte à avoir, la Confédération a tout prévu. On a été voir par exemple à Lucerne le Sonnenberg-Tunnel, un tunnel prévu pour 20 000 personnes, un projet complètement fou, l'un des plus gros bunkers du pays, capable d'abriter à peu près la moitié de la ville de Lucerne. Tout a été vraiment bien pensé, bien prévu. Il y a eu beaucoup de réflexions, mais finalement, sauf pour l'essentiel. Après la catastrophe de Tchernobyl, ils ont fait un test grandeur nature et ils se sont rendus compte qu'il faudrait plus qu'1 mois pour préparer cet abri, pour qu'il puisse abriter ses hôtes en cas d'attaque nucléaire. 1 mois. Ce test s'appelait l'opération Fourmi. Autant vous dire qu'après l'opération Fourmi, ce projet a été abandonné et cet abri n'est désormais plus qu'un tunnel autoroutier. C'est déjà pas mal. Mais la Confédération ne s'est pas arrêtée ici. En 1969, elle a envoyé à tous les foyers suisses son petit livre rouge, Défense civile. Un vrai petit guide de survie qui indique à la ménagère comment préparer les réserves de nourriture, qu'est-ce qu'il faut avoir à la maison, mais aussi quelles sont les chances de survie au cas où une bombe atomique venait à tomber à 600 mètres ou à 1 km de votre maison. Le tout légèrement matiné de propagande anticommuniste et anti-pacifiste. Ça, c'était à l'époque et ça a fait un gros scandale déjà. Et depuis, la Confédération s'est modernisée et Défense civile est devenue une application pour smartphone, Alerte Suisse, qu'on peut télécharger sur les App Store pour iPhone, pour Android. Une application qui indique s'il y a une crise, un problème, mais aussi qui vous donne des conseils pour préparer votre survie en cas de crise. La propagande politique en moins. Ce qui nous a intéressés, au-delà de la prévoyance institutionnelle, c'est aussi de voir ce que les privés font. Le volet individuel. Donc on a rencontré notamment des preppers, dont un qui me racontait qu'il a créé un groupe WhatsApp avec sa famille pour préparer différents scénarios, comment quitter la ville en cas de crise et aussi quoi avoir sur soi. Ce qu'on voit à l'image, c'est un EDC, le Everyday Carry, le kit de tout ce qu'il faut avoir sur soi, des trucs vraiment indispensables, une lampe de poche, briquet, de l'argent, les papiers d'identité, un tourniquet, garrot en cas de blessure par balle, ça peut éviter des grosses hémorragies. Tout le monde doit avoir ça sur soi. On a aussi pu voir des personnes qui s'organisent en association pour apprendre à mieux se défendre, développer des techniques nouvelles, les partager
Et le tout, bien sûr, dans le respect de la loi. Et ils ont développé un savoir-faire vraiment pointu qui fait qu'il y a des gens qui viennent des pays alentours pour apprendre et découvrir ces techniques. Mais ces menaces qui pèsent sur la Suisse, ce n'est pas uniquement les invasions rouges ou des terroristes ou alors les gens qui veulent des plateaux halal à l'armée, ce qu'on a entendu d'un politicien valaisan qu'on avait rencontré. Non, il y a aussi ceux qui s'inquiètent d'une menace un peu plus récente, le changement climatique. On a rencontré à plusieurs reprises avec Ralia les membres d'Extinction Rebellion. Parmi eux, et parmi d'autres personnes qu'on a rencontrées, on a pu voir des gens qui souffrent de la solastalgie. C'est une espèce de dépression causée par la peur du réchauffement climatique. Et plutôt que de s'enfermer dans des bunkers, eh bien, ces gens s'organisent, ils se forment, ils s'entraînent à résister, à manifester de manière non violente pour pousser les autorités à agir, pour rendre évident l'urgence climatique. Et en parallèle de ça, on a pu rencontrer aussi des gens qui, plutôt que de s'isoler, ont choisi la solidarité comme porte de sortie, comme voie de secours, dans les échanges, dans des façons nouvelles de s'organiser, d'organiser l'éducation, de créer des petites communautés les plus autonomes possibles, mais les plus solidaires aussi. Des communautés très soudées, et finalement quelque chose qui est un peu aux antipodes de ce qu'on avait pu voir avec certains des premiers personnages qu'on avait rencontrés. Et une chose qui m'a fasciné durant ce projet, c'est cette convergence de mondes diamétralement opposés, des stratèges militaires, des preppers. On voit que les peurs qu'ils avaient à l'époque de terrorisme ou d'invasion, de chars russes, eh bien, elles s'estompent un peu. Et par contre, dans leur discours, on entend de plus en plus parler des changements climatiques, des risques d'inondation, des risques aussi de maladies, etc. Et en même temps, on voit que ces communautés solidaires, eh bien, elles adoptent des techniques qui sont très très proches de celles des preppers et de celles des survivalistes qui sont même derrière les preppers. Pour d'ailleurs vous donner un petit bonus, une personne que j'ai rencontrée m'expliquait c'est quoi la différence entre un survivaliste et un prepper. Alors, le survivaliste, on peut le lâcher dans une forêt, il va être capable d'allumer un feu avec des cailloux ou des bouts de bois. Le prepper, il a un briquet dans sa poche. Donc voilà, ces mondes très différents ont été réunis par une peur commune, le changement climatique. Des communautés qui n'avaient vraiment quasiment rien en commun et qui maintenant sont réunies. Est-ce que ces gens sont des allumés ? Quand on réalisait ce reportage, des fois on entendait certains de ces discours et on se disait vraiment ça va un peu loin. Ensuite, en préparant la présentation, je me suis dit tiens, je vais mettre des images des feux de forêt en Australie. Mais en fait, l'actualité, notamment ce qui s'est passé ce qui est en train de se passer à Milan en ce moment, ou même en Suisse romande, on voit qu'il y a des masques qui sont volés dans les hôpitaux. L'actualité est en train de complètement changer la donne et la vision qu'on pouvait avoir de ce genre de réflexion. On va commencer par présenter rapidement nos invités ce soir. Alors, à ma gauche, Mathieu, rapidement, qui êtes-vous ? Je suis principalement homme au foyer. Je m'occupe de mes 3 enfants depuis bien quelques années. Je pratique avec eux l'école à la maison, donc ils sont déscolarisés. Et puis on fait partie d'un collectif de plusieurs familles qui essayent d'éduquer collectivement ces enfants d'une manière différente. Je suis aussi en partie enseignant. Je travaille avec des jeunes migrants. J'essaye de les aider à comprendre ce drôle de pays dans lequel ils sont tombés. Et puis vous êtes rédacteur en chef d'une revue qui porte un titre très clair. Moi, un journal Roman d'écologie politique, oui, que j'ai cofondé avec quelques amis il y a de cela 7 ou 8 ans. D'accord. Et je précise que vous êtes dans le reportage qu'on vous consacre donc, sur la fin du monde chez Heidi.news. Niels, on a déjà fait votre connaissance. Grégoire, en 2 mots, qui êtes-vous ? Je suis rédacteur adjoint pour la revue militaire suisse, qui est la publication officielle de la Société suisse des officiers. C'est une publication entièrement indépendante de l'armée qui traite du fait militaire et de la sécurité. J'ai une formation de géographe avec un master en durabilité. Je suis par ailleurs aussi officier de milice avec le grade de capitaine dans l'armée suisse. Et avec le Centre d'histoire et de prospective militaire, nous venons de lancer la première formation sur les implications sécuritaires d'un environnement dégradé en Europe francophone. Très bien.
Ralia Kadiri, qui êtes-vous? Je suis journaliste indépendante. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique, mais cette fois, je suis allée en Suisse pour y découvrir comment on prépare la fin du monde. On en dira plus tout à l'heure. Donc vous avez été mandaté par ID.news et donc par moi-même Exactement. pour avoir ce regard un peu des lettres persanes, ce regard d'être étranger, ce regard décalé sur une peuplade que nous connaissons tous. Solal, qui êtes-vous? Particulièrement, et engagé pour le climat un petit peu en sens. Un petit peu. Vous avez fait des grèves? Oui, beaucoup. Vous avez pris la parole en public? Oui, des fois. D'accord. On va revenir avec prison vous aussi. tous. Je pose une première question à Grégoire Chamba. Vous préparez donc d'une certaine manière un collapse. Est-ce que vous préparez le vôtre personnel? Est-ce que vous connaissez la date de votre propre mort? Alors, dans l'espérance de vie, j'ai 30 ans. L'espérance de vie à 30 ans, maintenant, c'est plus ou moins 52 ans. Et du coup, De plus. c'est-à-dire 52 ans de plus, oui, bien entendu. C'est-à-dire que, à toute chose par égale par ailleurs, si on n'a pas de changement, je devrais mourir environ autour de 2072. Et ceci, c'est donc avec la certitude que les conditions resteraient plus ou moins stables. Mais il pourrait se passer 2-3 choses avant ça. Oui, ils ont déjà été mentionnés notamment par Mathieu. Il y a le changement climatique. Enfin, on devrait plutôt parler de bouleversement climatique, pour être précis, dont les conséquences ne sont pas toutes comprises et anticipées et, comment dire, bien intégrées dans les planifications territoriales ou même sécuritaires. Mais il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi l'érosion de la biodiversité, il y a les vulnérabilités critiques de nos sociétés modernes, dont le coronavirus met en évidence nos vulnérabilités sur les chaînes d'approvisionnement, etc. Et nous pouvons aussi prendre en compte toutes les problématiques agricoles qui se dessinent pour les années à venir. Donc du coup, quand est-ce que je peux anticiper une mort? Eh bien, ça va dépendre de la conjecture de ces facteurs et de la capacité de réponse de nos sociétés et de leurs décisions qu'elles prennent aujourd'hui. Solal, vous entendez donc Grégoire Chamba, qui est quand même indépendant de l'armée, mais quand même dans une pensée qui n'est pas éloignée de l'armée, déplorer peut-être que les menaces ne sont pas suffisamment prises en compte. Vous, au contraire, vous pensez que l'effondrement est quelque chose qui est souhaitable, qui peut accélérer l'écroulement d'une société qui ne vous plaît pas. C'est juste? En un sens, parce que moi, quand je n'ai pas encore 18 ans, mais je me dis que même en dehors de la question climatique, pour moi, cette société est vouée à disparaître par son système économique, par son système ultra-productiviste, par son système qui nous rend tous hyper individuels. Pour moi, il y a déjà dans ce monde-là un problème de fond qui n'est plus... On s'est déconnecté de l'humain, on s'est déconnecté de la vie elle-même, du vivant, enfin de la nature en un sens. Et aujourd'hui, pour moi, du coup, l'environnement, c'est qu'une continuation, enfin c'est la finalité, enfin c'est le mur qu'on se prend dans les gueules, juste parce qu'on n'a pas su rester proche de nous-mêmes. Et du coup, pour moi, il y a un avantage à cette crise du coronavirus qui ralentit l'économie, qui ralentit aussi peut-être nos chances de s'effondrer tout de suite. En tout cas, peut-être nous donne une chance de sortie, une issue, on dirait en mathématiques peut-être. Mais une chance où, grâce à ça, on va peut-être pouvoir survivre plus longtemps et peut-être, grâce à ça, on va peut-être réussir à survivre à notre bêtise, ouais, et survivre. Survivre à notre bêtise. Mais Mathieu, vous entendez parler Solal, lui il dit on va peut-être survivre plus longtemps. Pour vous, c'est pas tellement l'important, c'est survivre comment, avec quelle qualité de vie. Et je crois que vous avez vous-même choisi votre propre qualité de vie. Vous êtes d'une certaine autonomie, vous cultivez vos légumes, vous mangez ce que vous produisez. Vos jeans sont évidemment pas produits chez vous, par contre ils sont d'occasion, n'est-ce pas? Rassurez-moi. C'est exact, je vous rassure. Bon. Non mais cette idée de vivre plus longtemps, d'essayer de survivre, ça vous paraît absurde? Vous préférez une mort heureuse et rapide plutôt qu'une sorte de longue agonie? Alors je dirais pas que je préfère une mort rapide, disons, mais c'est vrai que le type de vie qu'on mène me semble fondamental. Donc la question de... Effectivement, moi je partage ce que disait Solal dans le sens que... puis aussi ce que disait Grégoire, c'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui est extrêmement triste en fait. On sent beaucoup de souffrance, que ce soit effectivement tous les problèmes générés dans les pays du Sud, mais aussi chez nous. Voilà, on a des enfants qui font des burn-out scolaires, on a des personnes âgées qui sont seules dans des EMS, on a les sociétés modernes ont les taux de suicide les plus élevés que l'humanité ait jamais connu. Donc vivre ce genre de vie, alors on y est habitué, on se rend même plus compte que d'autres sortes de vie sont possibles, mais le genre de vie qu'on vit aujourd'hui me semble effectivement
relativement peu intéressant. Donc, d'essayer de construire des vies qui aient du sens, ce qui passe par le collectif plutôt que par l'individu, par la coopération plutôt que la compétition, me semble fondamental. Ensuite, est-ce que ça permettra d'éviter l'effondrement? J'en suis pas sûr, mais ça permet de donner un sens à nos vies, il me semble. Oui, l'effondrement peut surgir entre-temps, et est-ce qu'il vous fait peur? Je dirais pas que l'effondrement en fait me fait spécialement peur. Je suis surtout extrêmement triste. J'ai l'impression que on sait depuis la nuit des temps, toutes les sagesses de l'humanité, toutes les grandes religions nous signalent ce qu'il ne faut pas faire et aussi ce qu'il faut faire, de vivre plus simplement, de vivre dans l'amour. Et j'ai l'impression qu'on fait sciemment tout le contraire. Et ça me désole. Après la mort, voilà, elle arrivera un jour, et puis j'espère qu'elle arrivera après voilà, une vie en collectif qui ait du sens plutôt que dans cette aberration actuelle. Vous avez donc l'école à la maison avec vos enfants, mais je crois qu'ils ne sont pas tout seuls, vous êtes une communauté. Il y a à peu près 60 enfants qui apprennent ensemble. Est-ce que vous allez fermer cette école en cas de coronavirus qui s'étend? Non, nous n'allons pas fermer cette école à moins qu'on nous y oblige le fusil sur la tempe, ou à moins qu'on estime qu'il y ait des vraies menaces pour nous ou pour des gens qu'on pourrait contaminer. Pour le moment, nous n'avons pas l'impression que ce soit le cas, donc il n'y a pas de raison de fermer ce collectif qui nous apporte beaucoup. D'accord. Ralia Kadiri, on a là quelque chose d'assez rare et qui se retrouve aussi dans votre reportage pour ID.news, c'est-à-dire cette espèce d'alliance contre nature entre des gens qui souhaitaient une défense, une préparation armée, avec des bunkers, avec des armes, etc. Et puis des gens qui voient plutôt la solution dans l'écologie, dans l'autarcie, dans les légumes qu'on cultive soi-même. Ça fait partie de vos étonnements quand vous avez fait ce reportage en Suisse, ce reportage de l'être personne comme ça. Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce qui vous a surpris là-dedans en fait? Est-ce que tout le monde vous a semblé beaucoup plus préparé que vous le pensiez? Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que dit Solal, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont avoué espérer qu'une catastrophe arrive d'une certaine manière pour pouvoir prendre conscience collectivement qu'il se passait quelque chose de grave et pouvoir changer les choses. Donc ça, c'est étonnant. Quand on n'a pas l'habitude de voir des gens qui ont peur, on se demande de quoi ils ont peur. Quand je suis arrivée en Suisse, j'ai regardé à travers la vitre du train, j'ai vu des paysages de cartes postales et je me demandais même de quoi avaient peur tous ces gens. Mais et vous avez compris? C'est plus complexe, mais je pense qu'il y a un mélange entre ce qui se passe sur la planète, le réchauffement climatique et tous les rapports qu'on lit. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle le désir de catastrophe, comme le disent certains experts, et cette peur de l'ennui qui donne envie de faire autre chose. Un désir de catastrophe qui est aussi là pour justifier les préparatifs inouïs que la Suisse a consentis pour se préparer à la catastrophe. Mais au-delà de la Suisse, il y a aussi tout un business en fait de la préparation. Quand on trouve du poulet tikka masala en poudre dans un magasin d'équipements et de surplus militaires, on se dit que la mondialisation atteint même le survivalisme et qu'on peut acheter tout ce qu'on veut qui nous servira dans des caves au cas où l'effondrement arrive. Donc c'est bien au-delà du côté institutionnel. C'est même chez les gens, chez eux. Donc c'est un peu ça la surprise, c'est qu'au fond, les survivalistes en Suisse ne sont pas une sorte sont pas des marginaux qu'il faut aller chercher au fond des bois, mais vraiment quelque chose d'assez répandu. Oui, je pensais trouver des marginaux, des personnes isolées, et finalement, je me suis rendu compte que chez monsieur et madame tout le monde en Suisse, il y avait cette culture de la préparation, de la prévention qui était voilà, dans leur ADN. Alors, Grégoire Chamba, est-ce que la Suisse est prête? Alors, parce qu'on le voit, enfin, je pense que chez Mathieu, ils sont assez prêts pour une mort heureuse, n'est-ce pas? Et avec une vie pleine de sens juste avant. Solal, lui, il souhaite l'effondrement. Ralia a découvert des gens qui étaient plutôt bien préparés. Vous dites le contraire. Vous dites, en fait, la Suisse a sous-estimé les risques et elle n'est pas prête. Expliquez-nous un peu ça. Alors, il faut bien préciser de quoi est-ce qu'on parle là. Si on parle d'une catastrophe, c'est-à-dire d'un événement dans lequel il y a un avant-crise, une crise et un après-crise, la Suisse a des préparatifs institutionnels relativement bien rodés, avec aussi, bien sûr, des biais sélectifs. Je pense, en Suisse, on fait des exercices de conduite stratégique tous les 4 ans, sur un thème au niveau fédéral. Ils sont bien faits, mais le problème de ces exercices, c'est qu'ils sont dimensionnés pour être réussis.
et que la moitié ou 2 tiers des recommandations qui sont faites après chaque exercice ne sont jamais mises en application. Ça, c'est un vrai problème. Mais de manière, si on parle de la question de l'effondrement, alors c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce qu'il appelle à des représentations de type Mad Max et il fait peur et on va le rejeter parce que c'est pas agréable. C'est un vrai problème. Dans le milieu militaire, on parle plus d'environnement opérationnel dégradé, parce que ça va plus refléter ce que les gens vont vivre, c'est-à-dire un pouvoir d'achat diminué, c'est aussi avoir des difficultés d'accès à l'eau, parfois aussi aux denrées alimentaires, c'est avoir 20% d'énergie en moins, on le voit déjà maintenant, des stress sur les chaînes d'approvisionnement pour les médicaments, les fournitures médicales, ça va être des choses beaucoup plus concrètes. Mais dans ce cadre-là, et avec cette thématique de dégradation prolongée qui se dessine, la Suisse est relativement mal préparée. Il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a tout d'abord une ignorance des risques, surtout au niveau climatique et au niveau énergétique, au niveau biodiversité. Il y a une forme d'arrogance, c'est-à-dire que là où les risques sont reconnus, il y a la croyance en Suisse que en fait, ça va toucher le monde, mais en Suisse, on est protégé parce qu'historiquement, on s'en est bien sorti. Alors qu'en fait, aujourd'hui, la Suisse a un des taux d'ouverture, c'est-à-dire dépend de l'économie mondiale de manière significative, c'est une des économies les plus connectées. 50% du PIB en Suisse dépend des exportations, donc d'achat de biens et services à l'étranger. En cas de crise économique prolongée à cause du changement climatique, déplétion énergétique, etc., en Suisse, on va pas mal en subir. Et puis, les logiques de fonctionnement des élites ici, comme ailleurs, sont de maximiser qu'elles peuvent tirer immédiatement. Ce n'est pas intéressant pour un politicien de travailler sur des risques à long terme parce que ça ne va pas lui apporter un quelconque bénéfice au niveau de sa réélection, comme pour les industriels. Travailler sur le maintien de leur chaîne d'approvisionnement, comme dans des grandes multinationales, on a des témoignages d'insiders qui nous disent que ils travaillent dessus, mais la direction refuse de prendre en compte ces éléments-là parce que pour les acteurs de ces multinationales, ce qui est important, c'est la prochaine promotion. C'est pas de préparer leur entreprise dans laquelle ils pensent qu'ils seront déjà plus là quand en fait les problèmes arriveront. Et puis, le vrai autre problème sur lequel moi j'aimerais insister là, qui est relativement peu compris de la population, c'est qu'on a généralement l'idée qu'en Suisse, on s'est bien préparé dans la guerre froide, alors on doit bien se préparer maintenant, ou alors que des institutions type armée, sécurité, police, services de renseignement le font bien. Mais ça, ce n'est pas tout à fait correct. Pourquoi ? Alors, il y a aussi plusieurs facteurs à ça. Tout d'abord, on a des gens dont le profil est généralement assez âgé, moyenne d'âge 45 voire 50 ans, qui ont tous été plus ou moins formés dans le même carcan. C'est un carcan militaire, c'est un carcan policier, avec peu de personnes qui ont un profil universitaire et qui sont généralement plus orientés politiquement à droite. On sait que cette orientation politique à droite, elle est associée à des dénis, notamment des thématiques climatiques, énergétiques, biodiversité, ce genre d'éléments. Et puis, il y a des logiques de subordination politique où, en fait, on ne va pas aller explorer des choses que les politiques ne nous demandent pas. Donc, ça produit du fait qu'on ne va que s'intéresser aux domaines traditionnels de la sécurité, qui sont le terrorisme, les attaques, maintenant les cyberattaques, mais ça a mis du temps aussi à remonter. Et c'est sans compter que le temps des institutions est toujours beaucoup plus lent. Et puis le dernier élément que j'aimerais mentionner, c'est que en fait, les acteurs de la sécurité, ça leur fait peur, cette nouveauté. Et puis surtout, ça vient toucher quelque chose qui est constituant leur identité, qui leur pose vraiment problème. On est un peu un pays de bisounours, c'est ça que vous dites ? Non, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a un peu du bisounoursisme, mais dans les acteurs de la sécurité, on pense notamment à l'armée, travailler sur ces thématiques climatiques, énergétiques, etc., et leurs conséquences au niveau d'une dégradation, c'est enlever quelque chose que les acteurs jouissent, qu'ils aiment beaucoup, c'est le sentiment de contrôle, parce que dans la logique de la crise, on a tout ce qui est préparé et on n'a pas besoin d'improviser, on n'a qu'à juste appliquer les protocoles. Mais face, par exemple, à une crise qui serait plus longue que le coronavirus ou bien une dégradation économique prolongée, on n'a pas, et les acteurs sont très déstabilisés par le fait qu'ils n'ont pas le contrôle et qu'une partie de leur identité et de leur valeur sociale, c'est justement le fait de pouvoir dire on a la situation sous contrôle, alors que justement, si logique de dégradation, c'est qu'on n'a pas la situation sous contrôle. C'est un peu comme ce prepper dont parlait Niels, qui a un groupe WhatsApp avec sa famille pour pouvoir survivre en cas d'effondrement, mais s'il n'y a plus WhatsApp et plus d'Internet, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, s'il n'y a plus d'électricité, par exemple. Alors ça, c'est un autre risque majeur en Suisse, ça c'est le risque de blackout. C'est un risque qui est considéré
comme étant un des plus importants pour la Suisse. Après, il y a des logiques de préparation à celui-ci, mais on sait qu'un blackout prolongé, ça peut mener à une désintégration de la société suisse, de ses chaînes d'approvisionnement, etc. Et tout ça, c'est des risques existentiels. Le problème des risques existentiels, c'est qu'on n'a pas des réponses rationnelles face à ça. On a peur et les gens ne réagissent pas de manière rationnelle. Ça fait trop peur et ça paralyse. Bon. Cela, es-tu rationnel? Ouf, quelle question. Mais je voudrais quand même revenir avant cette question de la rationalité sur la question de l'effondrement, parce que j'ai l'impression que, enfin, Bien, si tu me le permets, vas-y. la question pour moi, j'ai l'impression que là, oui, je suis pour un effondrement, mais je pense que je suis pas pour un effondrement à la survivalisme, être dans des caves, manger dans les caves des trucs en conserve. Je vais juste me rapprocher un peu plus de Mathieu, dans le sens où moi, ce qui me fait rêver dans cet effondrement, c'est ce requestionnement de notre changement de paradigme de notre société, qui pourrait se tourner vers quelque chose de plus ou moins, comme je disais tout à l'heure. Mais je pense, moi, je rêve de quartiers qu'on puisse réutiliser, de sortir aussi de tout ce carcan qui est aussi déjà politique, qui est sécuritaire, qui est cette question de l'armée, qui est cette question de la police, mais plus pour revenir à quelque chose de la récupération de l'espace, la récupération de notre humanité. Et du coup, pour moi, c'est la thématique de l'espoir, où malgré cet effondrement, malgré le fait que tout ce qu'on connaît actuellement peut tomber, que nos études peuvent tomber, que notre prestige social peut tomber, arriver vers quelque chose de plus noble, en sens, enfin, plus humain, et à la fois de revivre chaque instant et de sortir de tout ce qui est aseptisé, tout ce qui est sale de notre capitalisme. Enfin, c'est un truc où avoir quelque chose de plus beau à la fin. Et du coup, pour cette question de la rationalité, je ne sais pas si c'est rationnel de rêver à quelque chose dans un futur comme il est actuellement. Enfin, est-ce qu'on peut être rationnel? Parce que là, si je serais rationnel, je serais peut-être pas ici, mais peut-être en train d'étudier pour avoir mon bac demain. C'est une question de la rationalité, de qu'est-ce qui est le plus important. Non, mais tu fais bien d'être ici. Niels, ces différentes attitudes face à l'effondrement, ce travail de reportage dans tous ces milieux suisses et différentes villes, etc., qu'est-ce qu'il en ressort quand on voit des gens sur le terrain qui sont... Voilà, l'effondrement est une peur ou l'effondrement est un espoir, comme Solal vient de le dire? Il y a un des éléments qui m'a vraiment marqué et qui est tout particulièrement intéressant quand on reconnecte avec ce qui est en train de se passer maintenant avec le coronavirus, c'est le rôle de la croyance. Et la croyance, on le voit en Suisse, on en discutait tout à l'heure avec Ralia, en voyant que voilà, les gens arrivent, moi je les salue comme ça avec le coude. Elle a plutôt l'habitude de serrer la main ou de faire la bise. Des rapports culturels différents. Et en Suisse, on est bercé depuis quelques semaines des petits pictogrammes sur fond rouge qui viennent chaque semaine, un petit nouveau, c'est un nouvel épisode et tout, c'est passionnant. Et ce que je constate avec les gens autour de moi, c'est qu'on écoute ces consignes, on les internalise et elles nous apaisent. Elles créent chez nous une idée que les autorités, même si on est dans une situation où la capacité de contrôle est limitée, en tout cas, il y a une image qui est dégagée de ça, de contrôle. Et cette croyance-là, elle amène une sécurité qui est peut-être plus efficace que les bunkers. Et quand on avait visité à Lucerne ce bunker pour 20 000 personnes, dont le test grandeur nature a bien montré l'inutilité complète, non, c'était pas la guide. Si, c'était la guide qui nous avait dit que même si ça n'aurait pas fonctionné, ça permettait de rassurer les gens au final. Voilà. Ça donnait ce sentiment de quand on n'a pas la bombe nucléaire et qu'on a des voisins un peu en guerre, ça permettait de rassurer les gens. Oui. Et ce qui se passe ces jours avec le coronavirus nous montre tant la force de la croyance et la force de l'absence de la croyance. Parce que en Suisse, donc, on a un conseil fédéral qui dit, voilà, on vous met des posters avec des pictogrammes et puis on garde la situation sous contrôle. On voit ce qui se passe en France, en Italie, et on voit l'absence d'une communication rassurante, l'absence de la création de cette croyance et le chaos qui en découle. Et du coup, on peut observer dans un cas comme ça l'effet protecteur de ce simple élément, sans même avoir besoin de construire ça ne nous protégera pas du réchauffement climatique, ça ne nous protégera pas d'un blackout ou d'autres choses, mais ça peut déjà aider à pacifier une population dont on voit ces jours que des peurs qui peuvent être plus ou moins rationnelles peuvent créer des nouvelles situations dramatiques, problématiques. C'est ça, c'est qu'en fait les peurs, quand vous avez commencé ce reportage, c'était principalement sur le climat qui était le grand sujet, et finalement les deux gros événements depuis, c'est l'Australie et c'est le coronavirus. Alors est-ce que les Suisses se sont préparés aux bonnes peurs?
Khalia. J'ai presque envie de me demander s'ils n'avaient pas raison de faire tout ça, parce que j'ai fini mon reportage il y a 3 mois, je reviens 3 mois plus tard et je me dis peut-être que le gars qui est dans sa cave avec des conserves avait raison, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont s'entretuer dans un supermarché pour du papier hygiénique. Donc peut-être que la prévention, c'est positif si ça n'a pas d'impact. Pourquoi pas ? J'en reviens presque à me poser moi-même la question quand on a la possibilité de le faire et les moyens, parce que ça coûte cher aussi. Oui, c'est un business, n'est-ce pas? C'est un business, c'est propre aux sociétés occidentales et c'est pas partout qu'on pourra faire des courses en avance, ça c'est clair. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, Niels, les Suisses suivent les instructions, c'est aussi ce qui est intéressant. En France aussi, on a des instructions, mais on se serre la main quand même a priori, alors qu'ici, tout le monde tend le coude. Et c'est peut-être ce côté justement très suisse de préparation, de prévention qui change la donne. Mathieu, vous avez une autre recette que d'empiler des conserves dans votre cave, c'est la décroissance. Et la décroissance est un mot qui fait peur à beaucoup. Pour vous, c'est quelque chose comme un espoir. Vous pouvez nous en parler? Je peux très volontiers vous en parler, mais j'aimerais avant revenir sur certaines choses qui ont été Je vous en dites, prie. qui m'interpellent. Surtout dans leur reportage, Khalia et Niels signalent qu'ils ont trouvé les Suisses prêts, enfin en tout cas avec beaucoup de réflexion. Et en fait, moi, j'ai pas cette impression. Donc, voilà, je ne vais pas chercher à remettre en question votre reportage que j'ai encore pas eu le temps de lire, mais disons que ça m'interpelle parce que moi, j'ai pas cette impression. Je partage plutôt l'avis de Grégoire, c'est-à-dire que il y a des gens effectivement, puis dans les cercles de gens qui se posent certaines questions, que ce soit en termes climatiques, en termes éducatifs ou en termes peut-être de défense, il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Mais j'ai l'impression que globalement, parce que voilà, je ne vis pas que dans les cercles militants ou décroissants, donc j'ai vraiment l'impression que ce sont des questions qui sont très peu discutées, débattues, que les gens ne sont pas du tout prêts. Alors c'est vrai que suite à la guerre froide, il y a beaucoup de gens qui ont des abris anti-atomiques, il y en a dans tous les villages, c'est tout à fait vrai. Mais disons que face à cette possibilité d'effondrement qui n'est plus celui de la guerre froide, qui est différent, je trouve que les gens sont très peu préparés, ils réfléchissent peu. Alors on parle depuis une année beaucoup du réchauffement climatique, et puis le réchauffement climatique est une thématique, mais c'est extrêmement loin pour les gens. Donc voilà, moi j'ai pas cette impression de... Vous pensez qu'il n'y a pas eu de prise de conscience, c'est ça que vous dites? J'ai l'impression que la prise de conscience elle est extrêmement superficielle, c'est-à-dire qu'on se pose des questions en termes climatiques, surtout, un petit peu en termes écologiques, on parle de temps en temps de l'extinction des espèces, etc. Mais on a très peu de discussions pour essayer vraiment de comprendre d'où viennent ces problèmes, se rendre compte que ce n'est pas les seuls, hein, comme je le signalais, les questions des inégalités qui ont explosé depuis de nombreuses années, les rapports nord-sud qui sont catastrophiques, chez nous les gens qui sont angoissés, les dépressions, les suicides, les déprimes, enfin, on sent bien qu'on a une problématique qui est beaucoup plus profonde et que tout cela est lié. Et j'ai l'impression que ces questions-là sont très peu posées. Et ça me permet de faire le lien du coup avec votre question. À mon avis, l'approche de la décroissance est une approche relativement intéressante parce qu'elle permet de lier tous ces éléments et de comprendre pourquoi on a toutes ces problématiques qui sont liées, qu'elles soient politiques, parce qu'on a une élection dans le canton de Vaud il n'y a pas très longtemps où on a élu complémentairement une conseillère d'État, et puis on a fait tout un fond alors qu'elle a été élue par 1 personne sur 10 de la population. On ne se pose pas de questions, pourquoi les gens ne votent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas voter. Enfin voilà, on a une grande crise en termes politiques où les gens ne se sentent pas représentés. En termes économiques, on sait qu'on a des grosses... faiblesse, des grosses fragilités économiques, en termes individuels, en termes de l'explosion de la famille. Enfin, on a des problématiques qui sont vraiment très diverses. Et puis, le mouvement de la décroissance, me semble-t-il, permet de comprendre ce en quoi ils sont liés et donc d'essayer de proposer des pistes qui font sens, parce qu'on va éviter l'effet baudruche. Si la problématique climatique, on ne se rend pas compte qu'elle est liée au modèle économique, on va adapter, on va partir dans les technologies vertes et puis pas se rendre compte qu'en appuyant sur le ballon ici, le problème ressortira ailleurs. Donc il faut une compréhension plus profonde
et comprendre que c'est une crise civilisationnelle. Et il me semble que la décroissance permet d'aider à cette compréhension et de proposer des pistes qui font sens pour vivre des vies qui peuvent être meilleures. Grégoire, comment vous réagissez à ces propos? La décroissance, pour vous, c'est une perspective souhaitable, non souhaitable? Vous parliez tout à l'heure de mondialisation, de globalisation et du fait que, au fond, c'était un mode de vie qu'on avait qui était extrêmement fragile. Est-ce que là, vous trouvez qu'il y a quelque chose de plus résilient qui se présente? Alors, sur les constats déployés par Mathieu, on va dire, toute personne relativement bien informée des problématiques les partage. Sur les moyens d'y faire face à travers la proposition de décroissance, j'imagine que nous ne nous retrouvons pas là-dedans. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a à la fois la possibilité d'appliquer une décroissance avec ce qu'elle signifie concrètement, notamment si aujourd'hui des mesures efficaces de protection du climat étaient mises en place au niveau suisse. Ça a des implications sur ce que peuvent espérer les gens en termes de retraite qui sont considérables, y compris pour ceux qui sont actuellement bénéficiaires du système de retraite. Du coup, en tant que proposition politique, il y a quelque chose d'attirant dans la décroissance, parce qu'elle propose du sens là où il n'y en a peut-être plus beaucoup aujourd'hui. En revanche, dans son acceptabilité politique et ses conséquences concrètes, je pense que même les partisans de l'approche n'ont pas peut-être réalisé l'entier des implications que cela a. Mais vous n'êtes pas loin de penser qu'il faut fusionner la revue Moins et la revue militaire suisse. Cette proposition est provocante, elle est intéressante, et je ne me prononcerai pas pour ma rédaction. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a des convergences et surtout des dialogues à ouvrir entre des gens qui s'intéressent à la fois au mode d'évolution politique, aux problématiques écologiques, aux problématiques énergétiques qui sont généralement ignorées, mais il faut le rappeler, on a une crise énergétique qui se dessine sur fond de pénurie pétrolière qui va avoir des impacts considérables et dont personne ne parle parce que l'institution en charge de ces questions-là ne fait pas son travail. C'est l'Agence internationale de l'énergie, c'est bien documenté dans le monde académique et ça va avoir des implications de décroissance forcée. Et ça, donc la décroissance, elle vient, qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit comment dire, choisie, embrassée. On appelle ça, je l'ai déjà évoqué, c'est un environnement opérationnel dégradé. Du coup, là, il y a aujourd'hui une nécessité que des gens qui s'intéressent aux problématiques écologiques, aux problématiques environnementales, comme évoqué, et ceux qui s'intéressent aux problématiques de sécurité, de discuter ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va arriver et surtout d'élargir l'horizon de pensée. Parce qu'une des problématiques que je n'ai pas évoquées avant dans les facteurs d'impréparation de la Suisse, c'est qu'on a des pensées très sectorielles. On prend les rapports qui ont été faits au niveau du changement climatique ou bien de l'environnement par les offices fédéraux concernés, qui sont des rapports qui sont légèrement conservateurs, mais qui sont déjà relativement bien établis. Mais on a des angles morts considérables dans ces rapports-là, parce qu'on ne prend pas en compte des thématiques qui viennent se nourrir et se renforcer, et dont les impacts pourraient être beaucoup plus élevés, mais il faut décloisonner la réflexion, il faut ouvrir les silos, et là-dedans, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'intérêt, mais aussi, comment dire, à gagner, à discuter entre personnes de perspectives différentes, même si, comment dire, on ne partage peut-être pas directement les mêmes représentations, les mêmes volontés. Je reviens à un des lieux principaux du reportage de Ralia et de Niels, qui sont les abris. Ils ont passé beaucoup de temps sous terre et encadrés par des mètres cubes de béton. Ces abris que la Suisse a construits avec tant d'enthousiasme et de persévérance, en fait, ils servent à rien, c'est ça? Dans un rapport non publié, mais d'une équipe qui a travaillé dessus pendant 4 ans avec une expertise relativement large, il était clair pour les experts que ces abris n'auraient aucune utilité, au-delà des 3 jours dans lesquels on pouvait avoir les réserves nécessaires pour faire fonctionner la population. Et donc, la croyance de la protection était plus importante que la protection en elle-même. Mais ce sont des facteurs importants qui ont permis de tranquilliser la population, et ça, c'était une bonne chose. Ces abris, aujourd'hui aussi, continuent d'exister et de fournir leurs prestations. Il existe des centres de conduite enterrés qui permettent d'assurer la continuité du gouvernement en cas de crise, mais on part du principe et du présupposé dans les réflexions que les personnels, en cas de crise majeure, vont venir travailler et rester dans ces abris-là et que ceux-ci ne vont pas aller sécuriser leur famille ou bien, comment dire, prendre soin de leurs enfants en cas de crise majeure. Alors, ça peut tout à fait être le cas.
parce que dans ces cadres-là, les personnalités de ces cercles-là sont généralement des personnes qui tendent à être divorcées parce qu'ils travaillent tellement d'heures que finalement ils ne voient plus leurs enfants. Être officier de carrière, c'est un facteur de divorce aujourd'hui, il faut le dire. Et donc, par conséquent, ça ne peut peut-être pas leur poser un problème, mais il faut se rendre compte que ça n'est peut-être pas le cas de tous les personnels dont on va avoir besoin pour faire fonctionner ces centres de conduite. Et à quoi ça sert d'avoir un centre de conduite qui fonctionne si en fait on n'a plus les moyens de pouvoir transmettre les nouvelles à la population. Et aujourd'hui, avec le changement du système téléphonique de réseau analogique au numérique, c'est-à-dire en voice over IP, on l'a vu récemment avec la panne de Swisscom il y a maintenant, je crois, 3 semaines de cela. Eh bien, ici, avec ces systèmes numériques, on a perdu la capacité de pouvoir transmettre l'information de manière, on va dire, fiable, sans avoir en fait de problématiques Internet. Ralia, vous avez visité beaucoup de ces abris. Il y en a qui vous metteriez des étoiles, 5 étoiles pour un abri de première classe. Il y en a qui vous ont beaucoup plu. Justement, je voulais rebondir par rapport à ces abris qui sont considérés comme inutiles, on va dire obsolètes. Au-delà de l'aspect technique qui montre que ça ne pourrait pas être possible, il y a aussi l'aspect psychologique. Et par exemple, à Lucerne, qui est donc un tunnel autoroutier qui aurait été transformé, donc c'est 20 000 mètres carrés, transformé du jour au lendemain en dortoir géant pour accueillir 20 000 personnes. Comment est-ce qu'un être humain est capable de rester dans un endroit sans lumière, sans savoir si c'est le jour et la nuit, ou la nuit, 20 000 personnes dans 20 000 mètres carrés, ça ne laisse pas beaucoup de place. Donc cette opération en fourmi dont parlait Niels tout à l'heure montrait que les gens auraient pu presque s'entretuer si jamais ils étaient amenés à s'y retrouver. Il y a une prison qui a été aménagée également pour... au cas où. Et donc, ouais, là, je lui donnerais 5 étoiles à cet abri-là. Bon, alors Solal, si j'ai bien compris, la vie enterrée en attendant la baisse de la menace extérieure, c'est pas forcément le souhait. Malheureusement, non. Vous êtes déjà allé dans un abri? Oui, mais je suis plutôt, je suis pas très fan des souterrains et de l'absence de lumière et de ciel, mais enfin, je pense pas qu'il y ait de futur dans les souterrains, je pense pas qu'il y ait de futur dans la pro-sécurité que nous prône la Suisse des fois. Enfin, je pense que c'est plus dans l'ouverture, quoi. Encore une fois, je pense dans le... Je sais pas vers quel danger on va s'élancer prochainement, si c'est climatique, si c'est fasciste, si c'est dictatorial, autre que le fascisme. Enfin, mais je sais pas si la solution sera dans les bunkers, c'est la question. Dans les bunkers, il y a toute une relation de pouvoir qui s'établit. Je pense que c'est assez clair dans les guides de survie que la Suisse a publié de façon très officielle. Donc il y a un chef d'abri, la boîte qu'on a mis en couverture de la revue de Heidi.news, c'est écrit dessus, ne peut pas être ouverte sans l'accord du responsable. Donc cette hiérarchie-là, qui est une hiérarchie très suisse, qui a été établie par des gens de ce pays, c'est pas votre pays, Solal? La hiérarchie me débecte en général, mais je crois que j'ai beau être suisse, je suis pas très fan de hiérarchie pour autant. Et entre cette hiérarchie qui, en temps de crise, pourrait s'avérer très forte, et puis une mort par effondrement. Vous voulez dire, d'un côté, soit on accepte une hiérarchie très, on va dire, un peu dictatoriale, soit Voilà. la mort, c'est ça? Voilà. Après, la question, c'est de savoir pendant combien de temps, c'est savoir si ça va en plus créer un rapport après de domination qui va rester dans la société d'après. Enfin, je pense que les variables proposeront peut-être à moi, je verrai. Mais je crois que j'ai pas de solution actuelle. D'accord. Vous n'êtes pas de la génération la liberté ou la mort? C'est savoir combien de temps est la liberté et combien de temps est la mort. Très bien. Bon, Ralia, donc ces abris vous ont beaucoup plu. Quels sont les autres étonnements de ce reportage chez les Suisses? Oui, il y en a eu plein. Et c'est de savoir en fait que chez les Suisses, en fait, c'est normal, c'est presque banal d'avoir un bunker, c'est presque banal de se préparer. Il y a eu aussi la découverte de ce livre de survie dont vous parliez, donc qui a été distribué dans les années 60 et qui donne toutes les instructions, mais vraiment dans les détails, sur comment réagir face à une catastrophe, et qui ressemble fortement au livre de Kurt Saxon, qui est l'inventeur du survivalisme aux États-Unis à la même période, et qui était lui proche du parti nazi et qui a été jugé aux États-Unis pour ça. Donc ça va très, très loin quand même. C'est pour ça que je disais qu'on touche à la dictature, on touche à quelque chose qui est une privation de liberté pour la survie.
Je crois que ça a été boycotté à l'époque aussi par une certaine partie de la population parce que ça allait quand même très loin. Et aujourd'hui, bon, ça a été transformé par cette application dont vous parlez sur comment réagir, mais version 21e siècle. Je me demande d'ailleurs si ça a été updaté avec le coronavirus. J'ai Oui, pas eu il y a l'occasion. il y a des notifications de temps en temps, mon téléphone vibre, et puis je découvre, ah tiens, il y a des alertes à Genève. Ouais, c'est quand même curieux. Ouais. Et Ralia, dans votre découverte qu'au fond, les Suisses sont bien plus survivalistes que vous l'imaginiez en arrivant, hein, je vous ai dit, allez chercher les survivalistes, et puis finalement, ils étaient partout autour de vous, y compris dans la voiture avec Niels. Non, il a des comportements clairement survivalistes. Bah, c'est pas pour rien qu'il connaît par cœur le kit de survie du prepper et savoir exactement quoi mettre dans un sac à dos, puisque je me suis rendu compte au fil du reportage qu'il avait tout le matériel nécessaire. Et je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu comme tous, au cas où. Et au cas où, je vous en prie. Au cas où, Grégoire. Mais c'est intéressant cette discussion parce que vous, Serge, vous venez de Paris. Ah non, non, Ralia- je suis totalement d'ici, moi. Ah, pardon, j'ai cru. Parce que votre expérience au monde, Ralia, vous venez du Maroc. Et en vous entendre, c'est étonnant parce que ces discussions sur le survivalisme, et avec, ça revient généralement à la question de l'association à l'extrême droite, parce qu'effectivement, une partie des partisans tend à avoir aussi, enfin, les partisans extrêmes, à avoir aussi des vues politiques de ce type-là. C'est quelque chose qui vient souvent. Mais quand vous allez, par exemple, au Québec, dans lequel les blackouts se produisent de façon régulière, suffisamment régulière pour que la population dispose en moyenne de 2 semaines de nourriture chez elle. Eh bien, le survivalisme, c'est juste une question de contexte. C'est que là où on est habitué en fait, à avoir des ruptures d'approvisionnement, des éléments qui viennent, enfin des menaces qui viennent nécessiter d'avoir des réserves pour pouvoir make do pendant la période dans laquelle on n'a plus de courant ou bien en fait on a un problème extérieur. À Montréal, il y avait aussi cette problématique en 89 avec coupure des canalisations. Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'en fonction des perturbations, eh bien, ce qu'on appelle du survivalisme aujourd'hui sera considéré comme du bon sens demain. Et du coup, comment dire, il me semble, je sais pas si enfin, moi je suis un acteur qui souhaite la résilience sociétale, et là-dedans, peu importe le nom qu'on lui donne, enfin plutôt un nom positif, le fait que la population ait chez elle 2 semaines de nourriture plutôt que 3 jours en moyenne, comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse, eh bien, ça participe à la résilience. Ça participe que si à coup, en fait, on a une rupture d'approvisionnement à cause qu'on ferme les frontières, parce que le coronavirus, ça devient beaucoup plus dangereux qu'étonné, eh bien, on va limiter les comportements d'achat paniqués parce que les gens, ils auront déjà de quoi tenir. Et du coup, ça devient du bon sens. C'est pro-social. Ça permet aux gens aussi de distribuer à leurs voisins si c'est nécessaire. Ça leur permet d'éviter d'être une charge pour les autorités. C'est l'élément principal pour lequel il faut savoir que les mots qu'on utilise ont du sens, de la signification. Et survivalisme est généralement associé à des aspects négatifs. Mais si on parle de préparation, c'est aussi pour la société, c'est pour ses voisins, c'est pour soi, c'est pour que les autorités puissent faire leur travail. C'était une précision. Et justement, donc cette résilience suisse, vous lui voyez d'autres moyens? Enfin, c'est cette résilience que vous souhaitez, et vous dites qu'elle n'est pas là aujourd'hui, la Suisse est plus fragile qu'elle ne le pense. Quelles sont les grandes recettes de cette résilience, à votre avis? Alors, il y a un élément qui a été bien identifié historiquement, c'est le fait d'avoir des conversations sociétales honnêtes sur les risques, en les abordant jusqu'au bout. On a un exemple concret, c'est la différence de la réaction de la population londonienne entre les bombardements de Zeppelin entre 1917 et 1918 et le Blitz en 1940-1941. Donc, pour rappeler le contexte, le Blitz, c'était ces bombardements aériens et relativement difficiles qui se sont produits pratiquement quotidiennement pour la population britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais lorsque les Zeppelins arrivent en 1917 et bombardent la capitale britannique, on a des scènes d'affolement et de panique qui se produisent parce que c'est totalement inattendu, c'est indiscriminé, on ne peut pas s'y préparer, la défense aérienne britannique ne fonctionne pas, c'est la panique. Dans l'entre-deux-guerres, la menace des armes chimiques devient telle que le gouvernement et après les journaux britanniques parlent de manière régulière de la menace d'un bombardement aérien chimique et la nécessité du coup de s'y préparer.
des abris sont mis en place, des protocoles de réaction sont mis en place, et lorsque les bombardements du Blitz arrivent, eh bien, la population ne réagit pas par la panique, c'est même plutôt un événement fondateur de ce qu'on appelle le flegme britannique. Alors que les morts sont 5 fois à 15 fois plus élevés, eh bien, on a une population qui réagit dans le calme et qui même va renforcer son effort et son soutien au gouvernement qui communique de manière transparente. Ça suggère une chose, c'est que lorsqu'on a des activistes avec lesquels on peut être en désaccord pour les méthodes, on peut penser au groupe Extinction Rebellion qui demande que les autorités disent la vérité sur les risques, que ce soit climatique, énergétique, biodiversité ou des vulnérabilités critiques. C'est un outil de politique de sécurité de dire la vérité sur les risques. Et du coup, c'est la recommandation qu'on peut faire de plus, c'est d'avoir cette conversation honnête sur ces risques-là pour que, naturellement, à la table du souper et du dîner, eh bien, on discute de qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place les mesures qui vont permettre d'accélérer et de maximiser la résilience de la Suisse. C'est ce que vous faites ce soir, dire aux Suisses, vous êtes en danger. C'est dire, vous êtes en danger, si vous avez peur, c'est normal, mais ça ne doit pas être paralysant. La peur, c'est un outil, c'est un signal qui a vocation d'être réduit. On est réduit par l'action concrète. C'est faire des réserves, c'est parler à ses voisins, c'est établir des protocoles si à coup on a des événements inattendus. C'est demander aux autorités plus de responsabilités, mais également leur faire confiance en cas d'instruction, comme c'est le cas maintenant aujourd'hui. C'est ces éléments-là. Mathieu, vous êtes d'accord vous parlez de conduite en cas d'effondrement à table le soir? Non, Avec alors votre femme et vos effectivement, enfants si on partage une grande partie du constat, effectivement, je me sens très profondément en désaccord avec cette vision des choses. Moi, ça me rend extrêmement triste d'imaginer qu'on construise la résilience en mettant dans son frigo 2 semaines de réserve de nourriture. J'ai l'impression qu'on se place vraiment dans une vision qui est extrêmement malsaine et qui en fait crée beaucoup plus de problèmes qu'elle en résout. Déjà, c'est extrêmement égoïste parce que l'effondrement, c'est un risque en Suisse, mais il est déjà en train de se passer dans de nombreuses régions du monde, que je connais un peu aussi pour y avoir vécu. Donc nos modes de vie actuels sont en train de faire que déjà depuis plusieurs siècles, des sociétés sont en train de s'effondrent, que des gens meurent tous les jours ou ont des vies handicapées et handicapantes par rapport à nos modes de vie. Donc réfléchir en priorité à la manière dont nous, on pourrait s'en sortir, alors que ces modes de vie et justement le fait d'accumuler à la maison certaines réserves va augmenter les malheurs d'autres personnes. Donc je trouve ça profondément égoïste et ça me révolte, je dois dire. Ensuite, je ne pense pas que ce soit une solution pour nous, parce qu'on se projette justement, si moi j'ai besoin de 2 semaines de réserve dans mon frigo, du coup si l'autre il en a besoin aussi, on va se battre pour ces réserves, alors que justement on doit mettre en place justement ces comportements-là de compétition les uns contre les autres des sociétés modernes qui nous amènent à la catastrophe. Donc si on ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là et qu'on reproduit ces comportements qui nous ont amenés là, ça va augmenter tous ces problèmes. Donc je pense vraiment qu'il faut sortir de cette logique de préparation. Moi, si je cultive mon jardin, c'est pas pour survivre à l'effondrement, c'est parce que ça a du sens maintenant. C'est parce que on s'occupe ensemble d'un jardin, on comprend mieux la beauté de la vie, l'importance de faire les choses ensemble, et puis qu'on va partir dans une autre logique. C'est pas pour survivre le jour de l'effondrement. Et cette petite note poétique nous fait en sorte qu'on vient d'éviter la fusion entre vos deux revues. Mais il y avait peu de risques, mais c'est intéressant. On a reçu 3 partager, questions de l'audience par Internet. Alors évidemment que les réponses seront différentes selon à qui je les pose. En 2 mots, vraiment 2 mots, Grégoire Chamba, face à toutes ces menaces, est-ce que ça vaut la peine d'investir des milliards dans des avions de chasse? Oui ou non? Je ne suis pas compétent pour répondre à la question. Ok. C'est ce qu'on appelle Solal, botter en touche. Est-ce qu'il faut acheter des avions de chasse? Moi, je suis profondément déjà antimilitariste dans ce sens-là. Du coup, je pense... C'est mon grand-père qui avait soulevé la question de... Est-ce qu'on pourrait peut-être acheter
je trouve plus le nom, c'est des avions qui sont utilisés pour éteindre les incendies. Je crois Des qu'on peut Canadair. on peut en acheter, je crois, 200 et garder quand même 1 milliard de côté pour pouvoir en plus lutter pour soutenir les initiatives qui se présentent pour le climat. Donc acheter plutôt des Canadair que des avions de chasse. Pour commencer, ouais. C'est une piste. Grégoire? Je dirais, c'est difficile de répondre en 2 mots. C'est complexe. Et du coup, comment dire, il y a des facteurs contre, il y a des facteurs pour. Ça dépend de la vitesse de dégradation. Mais la protection de la souveraineté de l'espace aérien est capitale pour la crédibilité de la Suisse en tant que pays hôte d'organisation internationale. Et ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord, voilà le credo en tout cas du Conseil fédéral que vous nous avez rappelé. Ralia, une question, je ne pense pas que vous... Voilà. C'est en fait, dans votre reportage, vous avez vu des gens de toutes sortes de conditions sociales, mais là, il y a une question qui dit, si une catastrophe arrive, comment faire pour que pas seulement les riches s'en sortent? Est-ce qu'il y a un facteur d'argent dans les préparatifs que vous avez pu observer? Quand on est en Suisse, ça peut fonctionner parce que pendant la guerre froide, aux États-Unis et en France, on construisait des bunkers uniquement pour les élites. Ici, tout le monde a sa place. Je ne sais pas si les abris PC fonctionnent, mais en tout cas, je pense qu'en Suisse, on a beaucoup plus Mais de si les abris ne chances. servent à rien, comme on l'a découvert en cours de ce débat, est-ce qu'une catastrophe sur un pays que vous avez traversé de bout en bout, vous pensez qu'il y aura une sorte de schisme social dans la capacité de survie? Je pense, mais c'est vraiment un aspect très personnel. Niels? Un des éléments qu'on a remarqué, parce qu'on essayait de comprendre une des raisons pour lesquelles les Suisses sont aussi prévoyants, et c'est pas que les bunkers, ça va beaucoup plus loin. Regardez, Suisse, combien parmi vous, quand vous achetez un billet d'avion, cochez la petite case de l'assurance qui ne sert quasiment à rien, mais juste en se disant, ouais, au cas où, on sait jamais, si sur la plage je me casse un bras et trucs. Cette volonté de se surassurer de tout, à quoi elle est liée? Et une des hypothèses qu'on avait, c'est que plus on a à perdre. Plus on a un niveau de vie aisé, plus on a peur de le perdre. Et peut-être que ces différences sociales qui existent, en fait, elles peuvent se retourner contre ceux qui en bénéficient. En fait. Il se peut que ceux qui ont le plus peur de l'effondrement, c'est ceux qui possèdent le plus, ceux qui sont le plus aisés, et que peut-être que ceux qui ont un mode de vie plus frugal, et Mathieu nous l'a bien raconté, le fait de chercher une certaine décroissance, de ne pas forcément s'entourer de tous les derniers objets, etc., mais d'avoir une vie plus simple, fait qu'il y a moins de choses à perdre et que ça crée assez naturellement déjà une espèce de stabilité. Merci. Une dernière question de l'audience. C'est plus une remarque qu'une question, je vous la lis. L'idée que le Covid-19 pourrait être bon pour le climat est terrible. Alors que depuis 18 mois, il y avait enfin un momentum sur le climat, voilà que le sujet a disparu du jour au lendemain. Les émissions de CO2 diminuent pour quelques mois, mais après, ne croyez-vous pas que la priorité sera de relancer la croissance? Mathieu, peut-être, cette idée, voilà, effectivement, le coronavirus fait baisser la pollution en Chine, on l'a vu, c'est spectaculaire. Mais en même temps, derrière, ça va être une reprise d'autant plus forte pour reproduire toute la richesse qui n'a pas été produite ou toute la pollution qui n'a pas été produite pendant ce temps-là. Oui, je pense que ça me semble assez clair. Je crois qu'une des plus grosses baisses qu'on ait eues depuis quelques décennies, c'était l'effondrement de l'Union soviétique, qui avait provoqué la plus grande diminution de CO2 qu'on ait eue depuis une trentaine d'années. Ça a beaucoup plus d'impact que le protocole de Kyoto ou la COP 21. Par contre, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit souhaitable, dans le sens que c'est énormément de... Enfin, évidemment que c'est souhaitable d'avoir une diminution du CO2, mais pas dans un cadre qui soit subi. On aurait pu aussi parler ce soir, voilà, en termes de décroissance choisie ou de décroissance subie. Pour nous, la décroissance est un mouvement qui est choisi. C'est autre chose que ce genre de décroissance-là. Ok. Et peut-être le dernier mot pour Solal. Donc cette idée que le coronavirus, finalement, nous ramène à la raison et nous fait produire moins, polluer moins, c'est quelque chose que vous pensez raisonnable? Ça serait assez beau quand même de se retrouver sauvé par un virus ou quelque chose tombé du ciel comme ça. Enfin, est-ce que du coup ce serait quelque chose de positif à la fin? C'est ça la question? Ou je sais pas, moi, tout moyen est bon d'arriver à une finalité où on ne se trompe pas avec l'extinction de toutes les espèces, de notre espèce, et en rendant la Terre viable pour plusieurs milliers d'années, si ce n'est à l'infini.
Donc oui, c'est souhaitable de mon point de vue d'avoir une fin de ce système productiviste grâce à une maladie. On va rester sur ces paroles paradoxales. Merci à tous et merci au FIFDH d'avoir organisé ce débat malgré tout, malgré la menace du coronavirus. Bonne soirée.